Madame, Monsieur, bonsoir. C'est l'heure de l'information sur la télévision républicaine. Au sommaire de cette édition d'information, 11 membres du Conseil constitutionnel ont prêté serment ce jour au Palais des Congrès de Yaoundé. C'était devant le Parlement réuni en congrès. Dans son discours, le président de l'Assemblée nationale a rappelé aux membres du Conseil leur rôle ainsi que les attentes du peuple. Vous aurez les détails au début de ce journal avec Éric Bilon. Nous parlerons ensuite des catastrophes naturelles avec le Cameroun qui s'engage à anticiper sur ces phénomènes. Un atelier de 2 jours se tient depuis ce mardi à la Croix-Rouge de Yaoundé en vue de la préparation d'un nouveau plan de gestion. Et puis nous ferons un saut au Sénégal où le 5e président du pays a prêté serment. Bassirou Diomaye Faye promet un changement systématique. Madame, Monsieur, c'est tout pour les titres. Le développement, c'est dans un instant. Les membres du Conseil constitutionnel ont prêté serment ce jour. C'était devant le Parlement, présidé par le président de l'Assemblée nationale, le très honorable Kava Yegué Djibril. Il s'agit de 9 membres dont le mandat a été reconduit et de 2 nommés par décret présidentiel. Au compte rendu de cette cérémonie avec Éric Bilon et Samuel Bonis. Salle d'apparat du Palais des Congrès de Yaoundé, l'enceinte est remplie des personnalités de la République. Les membres du gouvernement quasi tous présents, les élus de la nation et bien sûr les membres de la haute juridiction. Après lecture par le secrétaire général de la Chambre basse du Parlement, des décrets de reconduction des anciens et de nomination des 2 nouveaux, que sont les professeurs Adolphe Minkwasseu et Aaron Lokman-Belek, vient la phase de prestation proprement dite. D'abord, le président Clément Atangna. Ensuite, suivront les autres membres. Une fois terminé, le président du Parlement acte le rituel et leur adresse des recommandations. L'acte posé est apprécié. C'est une solennité, mais c'est davantage l'esprit de justice et d'équité dont les Camerounais réclament tant. Donc aujourd'hui, ces 11 membres ont prêté serment et nous allons bientôt les voir à pied d'œuvre. Vous savez, l'année prochaine, le Cameroun rentre en plein pied dans les élections, que ce soit présidentielles, législatives, municipales. Et nous comptons donc sur le Conseil constitutionnel pour que la justice règne pendant ces élections. Moi je dirais ce qui m'a marqué, c'est le plus jeune conseiller. Et c'était bien à voir qu'il y a déjà la jeunesse qui intègre le Conseil, parce que quand on regarde la tranche d'âge quand même, voilà. Donc celui-là il a 57 ans et voilà, c'est positif. Après l'exécution de l'hymne national, la cérémonie s'achève ici au Palais des Congrès et voilà le Conseil constitutionnel qui entre en fonction. À l'occasion de cette prestation de serment, le président de l'Assemblée nationale, président du Congrès du Parlement, a recommandé aux membres de la haute juridiction intégrité et compétence. Nous l'écoutons dans cet extrait sélectionné par Éric Bilon. J'aimerais autant vous rappeler que vous êtes désormais investi de la très haute confiance du président de la République et partant du peuple camerounais tout entier. Les membres de votre instance sont choisis parmi les personnalités à la réputation établie, dit la loi. Ils sont des dizaines, des centaines, voire des milliers qui répondent à ce profil et qui aspirent à cette fonction à travers la République. Mais c'est vous qui avez eu le privilège, l'insigne privilège d'être choisis. Il vous faudra donc tout mettre en œuvre afin de toujours mériter cette très haute confiance. Intégrité et compétence, voilà ce que vous recommande également la loi, dois-je vous rappeler. Toute la délicatesse et l'extrême sensibilité qui caractérise la matière constitutionnelle sur laquelle vous aurez à statuer désormais. Qu'il s'agisse de se prononcer sur la constitutionnalité
des lois, des impôts et des traités internationaux, des règlements intérieurs du Parlement, ou encore d'arbitrer des conflits d'attribution, vous convenez avec moi que le champ de votre action est immense. Poursuivons ce journal avec ce communiqué de presse. Le préfet du département du Fundi attire l'attention en appelant à la vigilance des usagers de la voie publique qu'il a été donné de constater que certains individus sans titre ni droit entreprennent de mener des opérations de contrôle de véhicules sous le fallacieux prétexte de lutte contre le transport clandestin ou de la prévention routière. Des rétentions ou de retrait abusif des pièces de véhicules sont opérés pour contraindre les automobilistes à une négociation quelconque. Le préfet met en garde tous ceux qui se livrent à de telles activités répréhensibles dans la ville de Yaoundé. Par ailleurs, il invite les automobilistes à dénoncer tout contrôle routier fait en dehors des forces de police et de gendarmerie ou encore de la douane pour des missions spécifiques. S'agissant de la prévention routière, les agents des transports l'effectueront uniquement dans les sites d'embarquement des agences de voyage. Toute personne surprise dans ces contrôles clandestins sera poursuivie non seulement pour usurpation de titres et trafic d'influence, mais aussi pour actes de grand banditisme déguisé. Fait à Yaoundé le 1er avril 2024, le préfet Digdeng Emmanuel Mariel. La suite de ce journal, c'est ce mardi 2 avril consacré à la journée mondiale à la sensibilisation à l'autisme. En ce jour, il est important de relever que les enfants autistes connaissent beaucoup de stigmatisation dans notre société. Les parents d'enfants autistes nous le confirment dans ce reportage où ils nous racontent les difficultés auxquelles ils font face au quotidien. Antoine Okala et Franck Ébéniste nous en disent plus. Je remercie le Dieu. Oui, c'est lui qui m'a donné la force, essuyé les larmes. Ce parent d'un enfant autiste remet la situation de sa famille entre les mains de l'Éternel après avoir surmonté des moments difficiles au regard de la situation de son fils. Elle, qui jadis ignorante de son état, a été au courant de l'autisme de son enfant, non seulement à travers des signes qui se manifestaient par une difficulté d'expression, mais également grâce au conseil de son entourage. Pendant les années 2020, oui, j'ai constaté que l'enfant ne parlait pas, il ne réagissait pas comme tous les autres enfants. Ça a commencé avec le frein de langue. Nous sommes allés à l'hôpital, on a vérifié, bon, exactement c'était le frein de langue. On a coupé son frein de langue, mais ça n'allait pas toujours, quelques années. Et puis, bon, je ne sais pas, une autre personne m'a demandé, est-ce que tu es sûr que cet enfant n'est pas autiste? Essaie aussi d'aller voir, faire des visites à l'enfant. Et puis c'est là où on m'a dit à l'hôpital que l'enfant était autiste. Des milliers d'enfants sont atteints de l'autisme et chaque parent a son expérience. C'est à partir de 3 ans que j'ai su que l'enfant avait des problèmes parce que l'enfant ne marchait pas. Et moi, j'ai cru que c'était, bon, comme on dit souvent, j'ai cru que c'était des choses mystiques. J'ai négligé cet enfant jusqu'à l'âge de 15 ans. C'est là où j'ai été abordé par une jeune fille qui était spécialiste. Elle travaillait à l'ambassade, pas l'ambassade, à l'école française. C'est la fille qui me dit que cet enfant peut encore fréquenter. Elle a seulement un problème, cette fille a seulement un problème d'autisme. Dans la société, il n'est pas facile de vivre en ayant un enfant autiste. L'entourage émet toujours des préjugés. Au départ, ses frères la regardaient comme si elle était différente des autres enfants. Mais quand ils ont compris que c'est aussi un enfant qui est comme eux, il y a déjà de l'amour. Au départ, c'était difficile parce que bon, mes frères, mes soeurs, mon entourage n'acceptaient pas cela, n'acceptaient pas. Donc j'étais seule, j'étais stressée, donc ça m'a beaucoup affectée. Je me disais d'aller le laisser chez son père, c'est la sorcellerie, machin et tout. On me disait que c'était la sorcellerie.
En cette journée dédiée à la sensibilisation à l'autisme, le grand public est informé sur les réalités de ce trouble du développement humain. La première session ordinaire du Conseil régional du littoral s'est ouverte ce jour à l'auditorium de la mairie de Douala, 5e, des travaux essentiellement orientés sur l'examen et l'adoption des comptes du Conseil pour l'exercice 2024. Une rencontre présidée par le président du Conseil régional du littoral. Le compte rendu est une signature de Marthe Matip et Sylvain Songo. Une énième pour le lieu, une première plénière au titre de l'année 2024 pour ces acteurs régionaux de la décentralisation réunis dans le cadre de cette concertation rituelle mue de la loi sur la décentralisation dont l'objectif revêt un double caractère. Il s'agit de faire une analyse pertinente de la gestion des ressources publiques confiées à l'ordonnateur en respect des règles de bonne gouvernance et de transparence. En même temps, procéder à une analyse de la performance des actions menées, des résultats obtenus comparativement aux objectifs budgétaires fixés. Mais rien qui n'empêche de jeter un coup d'œil dans le rétroviseur en termes de réalisations concrètes contenues dans le plan régional de développement du Conseil. Il est en train d'être exécuté. Il y a des projets structurants qui sont déjà engagés et lancés à travers tout le département. Tous les départements, chaque département a un certain nombre de projets. Et ces projets sont en cours d'exécution. Le meilleur est à venir. À échéance, c'est une ruée générale vers les financements issus des obligations vertes en vue de donner un coup de boost léonin à l'effet de les parachever, les chantiers épars et dûment engagés dont on attend de se satisfaire. 2024, on croit que le gouvernement va nous donner l'autorisation de faire la première signature sur les obligations vertes. Ça, c'est un événement important. Il est même continental. Il n'est plus régional du littoral ni du pays, mais il sera continental parce que ce sera la première fois qu'on signe des obligations vertes dans notre territoire. Et pour ce qui est de l'examen et l'adoption des comptes, objet de cette session, engagement sur la performance des résultats a été fait à l'adresse des acteurs par le représentant de l'État. Je vous invite à cet égard, au cours de vos travaux, à accorder une attention particulière à l'évaluation des activités réalisées et aux services rendus en vue d'assurer la mission principale de développement harmonieux de notre région. Une séance de capacitation des membres du Conseil sur les fautes de gestion et les irrégularités dans l'exercice de leur mission par les experts du Conseil supérieur de l'État a clos les travaux de cette première journée. Parlons de développement local avec la commune de Tcholiré, département du Mayoré, région du Nord. De ce côté, les acteurs mettent en pratique le code général des collectivités territoriales décentralisées. La commune dirigée par le maire Aoudou Lawan enregistre plusieurs réalisations dans les domaines économiques, social, éducatifs et agricoles. Les détails avec notre correspondant Baathéos. La commune de Tcholiré, résolument engagée sur la voie du développement, l'éducation, l'urbanisme, la santé, infrastructures routières, addition à l'eau potable, l'éclairage public, sont là quelques domaines où l'exécutif communal s'est beaucoup plus illustré ces dernières années. Preuve parfaite de la cession progressive par l'État aux collectivités territoriales décentralisées, des compétences transférées, accompagnées de ressources humaines, techniques, matérielles et financières adéquates, la reconnaissance et la gratitude des populations de Tcholiré aux acteurs du développement local. Le problème de la rue, c'est pas mauvais grâce à notre sommet qui nous donne bien sur la rue. Avec le problème de la rue, là, on n'a pas beaucoup de choses évoluées un peu. C'est la mairie qui a fait le pompe. Les gens viennent puiser gratuitement. Ça aide beaucoup la population. Pour Aoudou Lawan, maire de la commune de Tcholiré, il est question de tout mettre en œuvre afin d'accélérer l'amélioration des cadres et des conditions de vie des populations. Vous avez vu un peu partout, nous avons accéléré même dans les villages, nous avons essayé de mettre d'abord l'eau à la disposition des populations parce que nous avons constaté que nos populations avaient trop de maladies liées à cette consommation d'eau. Nous avons des bassins de production où il faut desservir. C'est pour cela que vous allez voir aussi les pistes agricoles, les ouvrages que vous voyez un peu partout pour permettre l'écoulement des produits de nos populations. Et vous avez vu aussi les centres de santé que nous avons fait. Ça, c'est pour aussi souvenir à la santé de nos populations. Aujourd'hui, la ville de Tcholiré est sans doute dans le train de l'émergence, ayant à son bord son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun.
En sport, parlons des playoffs Hop. Les visages des favoris se présentent déjà en tête. Lyon Sport Academy de Bamenda, puis Coton Sport de Garoua qui espère garder son titre de champion du Cameroun. Tirons quelques enseignements des journées de la 3e journée des playoffs avec Aimé Moukoko. 2 points séparent le club de Garoua à celui de Bamenda dans la course au trophée. La dernière victoire des poulains du coach Danny Brett de Coton Sport de Garoua contre le Canon de Yaoundé, grâce à un but venu d'ailleurs d'Aziz Bassané à plus de 40 mètres, permet aux cotonculteurs, 18 fois champions du Cameroun, de se rapprocher de Young Sport Academy. Parlant des poulains du coach Blaise Dikoum, l'obstacle au popo n'a pas été facile à contourner avec la paire Nathan Douala et Richmond G, les éléments moteurs de Victoria United, malgré le penalty en fin de match transformé par Richmond. Young Sport conserve solidement son avance. On est prêt, malgré nous 13 joueurs qu'on a enlevés pour les doubles nationalités. Mais on a posé le ballon. Vous-même, vous avez vu que Youssa a maîtrisé le ballon. De départ jusqu'à ces jours aujourd'hui là. Il a mouillé le maillot, il a bien joué et posé le ballon. Comme Zion connaît retourné la chose, il nous a donné un 2e but de plus. Ça nous fait plaisir que tout le département, tout le monde soit vraiment à l'aise. Colombe du Djaï Lobo et Stade Renard de Melon, 4e et 5e au classement, se sont neutralisés, 0 but partout. Le club du Sud sera d'ailleurs le prochain adversaire du Young Sport Academy, tandis que le derby de Garoua s'annonce choc entre Gazelle et Coton Sport. Ajouté à Gazelle, Dynamo FC de Douala et Canon Sportif de Yaoundé ont bu de l'eau et enregistré seulement 1 point au classement, mais tous ces poursuivants gardent le même espoir de gagner les 12 points possibles pour les 4 dernières journées. Équation très compliquée, mais les playoffs Hop nous réservent encore plus de surprises du côté de Douala. Ouvrons notre page étrangère avec la prestation de serment du nouveau président du Sénégal. La cérémonie s'est tenue ce jour au Centre international de conférence Abdou Diouf. Y ont pris part plusieurs chefs d'État et de nombreuses personnalités. Dans son discours d'investiture, Bassirou Diomaye Faye promet le changement systématique. Les précisions avec Clara de Marabs. Devant Dieu et devant la nation sénégalaise, je jure de remplir fidèlement la charge de président de la République du Sénégal. Bassirou Diomaye Faye est officiellement le 5e président du Sénégal. C'est au cours d'une cérémonie d'investiture présidée ce 2 avril 2024 par le Conseil constitutionnel qu'il a été investi au Centre international de conférence Abdou Diouf. Pendant son discours de circonstance, le président de la Cour constitutionnelle, après l'avoir félicité, n'a pas manqué l'occasion de rappeler au nouveau président de la République ses engagements en tant que chef d'État, garant de la démocratie, garant de l'unité nationale et constitutionnel. Bassirou Diomaye Faye a reçu les sceaux de la République, dont le collier du grand maître de l'ordre national du Lion. Un moment symbolique qui aura marqué les nombreux Sénégalais venus nombreux ovationner leur candidat avant la lecture de son premier discours en tant que successeur de Macky Sall. Dans sa prise de parole, il promet de s'attaquer en priorité au coût de la vie chère, à la corruption et à la réconciliation nationale. Je garderai à l'esprit que notre ressource la plus précieuse demeure la stabilité de notre pays. Je mobiliserai les Sénégalais d'ici et de la diaspora autour d'un projet national fédérateur et orienté vers un futur serein. Il a reçu les félicitations de ses épouses et du président en exercice de l'Union africaine, mais également de nombreux présidents et représentants à l'instar du président de la Gambie, du Cap-Vert, de la Mauritanie, la Guinée-Conakry, du Mali et du Rwanda, pour ne citer que ceux-là. Le nouvel homme fort du Sénégal a pris officiellement les rênes du pays, une passation de pouvoir qui marque le début du mandat présidentiel de Bassirou Diomaye Faye et donc une nouvelle ère. Rendez-vous pris dans 5 ans pour faire le bilan de son mandat.
Pour les Sénégalais résidant au Cameroun, cette investiture est non seulement un changement dans la gouvernance, mais aussi un souffle nouveau pour le Sénégal. Élise Angonois et Charles Ntama sont allés à la rencontre de quelques-uns vivant dans la ville de Yaoundé. Ils s'expriment dans ce reportage. Les Sénégalais vivant au Cameroun sont très heureux de la prise de fonction officielle de Bassirou Diomaye Faye comme 5e président du Sénégal. Je suis très fier même qu'un jeune comme moi soit président. Non, on est très contents parce que nous-mêmes, on est levés, nous tous, on est partis d'aller sur nous, aller voter massivement. On n'a jamais vu les Sénégalais faire les choses qu'on a fait pour le vote là. Ça nous satisfait nous tous. Je me sens bien, je suis fier de cet changement-là. Et c'était bon, parce qu'on veut que l'Afrique, ça change partout. Ce changement de leadership donne une lueur d'espoir pour la révolution du bien-être. Dans ce sens, les Sénégalais vivant en terre camerounaise attendent beaucoup du nouveau homme fort de leur nation. Oui, je veux qu'il change beaucoup de choses, telles que peut-être les crises qui sont là-bas, le manque des activités. Le solstice que vraiment, parce que le solstice souvent ça dérange, parce qu'un pays, c'est le solstice. Non, je veux qu'il rende le pays du Sénégal riche. Bon, comme lui-même il est jeune, je veux qu'il donne le travail à tous les jeunes de Sénégalais pour qu'ils travaillent bien sans désordre. Le manque d'emploi ayant contribué au déplacement de ces Sénégalais du Sénégal pour le Cameroun, ces derniers espèrent également un changement dans ce secteur, ce qui assurerait leur retour au pays. Il n'y a plus de l'argent au Sénégal, il n'y a plus de travail, c'est le chômage qui nous amène ici. Maintenant, là, quand il y a le changement comme ça, peut-être ça va changer, on peut rentrer. Une nouvelle ère s'ouvre donc au Sénégal avec la prise du pouvoir de Bassirou Diomaye Faye. Le nouveau président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, âgé de 44 ans, succède à Macky Sall. Il devient ainsi le plus jeune président africain de l'histoire. Qui est-il? Son portrait avec Aimé Moukoko. De prisonnier à président, Bassirou Diomaye Faye est entré dans l'histoire ce 2 avril 2024. De famille modeste et de parents cultivateurs, originaire du département de Mbour, à 150 km de Dakar, Bassirou, après de brillantes études à l'école et au secondaire, il va décrocher sa maîtrise en droit à l'université et diplômé 3 ans plus tard, en 2007, de l'École nationale d'administration. C'est d'ailleurs à l'ENA qu'il fait la rencontre d'Ousmane Sonko, avec qui il forme en 2014 le PASDEF, entendez Patriotes africains du Sénégal, pour le travail, l'éthique et la fraternité. Bassirou, inspecteur des finances publiques, nourrit davantage son amour pour la politique et le changement face au système. Empêché par le Conseil constitutionnel de se présenter aux élections, Ousmane Sonko plébiscite son secrétaire général, Bassirou Diomaye Faye, comme candidat avec les 18 autres au scrutin présidentiel. Il est alors le plus jeune avec 43 ans. Notons que c'est après 11 mois sous les barreaux pour outrage à magistrat, diffamation et diffusion de fausses nouvelles qu'il est relâché, son compère et lui, au soir du 14 mars, soit 11 jours avant les élections. Coïncidence ou signe du destin, c'est le lundi 25 mars, le jour de son 44e anniversaire, que Bassirou Diomaye Faye fait basculer l'histoire de l'un des pays phares de l'Afrique de l'Ouest. Concernant ses épouses, polygame de son État et premier président sénégalais à avoir ce statut matrimonial, l'une d'elles, Marie Koné Faye, est chrétienne et l'autre, Absa Faye, est musulmane, mais les deux ont un amour sans faille pour leur nouveau président. Bassirou, dans sa jeunesse et ses mouvements militants, est un fin admirateur de Barack Obama, mais surtout de Nelson Mandela, qui lui aussi est parti de la prison pour la présidence. Madame, Monsieur, c'est avec ce portrait du nouveau président du Sénégal que nous refermons ce journal. Merci de nous avoir suivis. Nos programmes se poursuivent. Quant à moi, je vous dis à demain lorsqu'il sera 20h. D'ici là, portez-vous bien.